Bonjour, Ou bonsoir. bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Je fonctionne mon premier coup. 20h31, pyjama. T'as mis quoi tout Ça, ça pyjama, ça faisait un peu bouh. Moi j'ai mis. J'ai mis celui-là. Hein. Attends, faut que je me Allez, retourne. oh bah voilà, le lobby breton. Je suis par là. Décale-toi un petit peu à ta droite. Ouais, Yes. Ah, pas mal. allez. Donc j'espère que vous êtes tous aussi en pyjama. Bienvenue à tous. Là, on est typiquement dans le modèle d'enregistrement du lapin, mais alors pile poil. Les mêmes matos, les mêmes pyjamas, la même heure. Et On est déjà normalement, éclatés, c'est si on sûr. s'en tient à nos habitudes, on commence pas l'enregistrement avant au moins une bonne demi-heure pour Non, c'est pas vrai ça. se raconter nos vies. Quelle vie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok. Bon, alors, on a des chaussettes moumoutes dans le chat. Et Oh, I think trop it mignon. is beautiful. Bien. Bon, on va attaquer comme ça, on aura plus de temps pour digresser. Oui. Plus longtemps. Eh bien, en tout cas, bonsoir à toutes et à tous. Bonjour Marie. Salut Vincent. Merci d'être là ce soir pour ce premier live du Temps d'un Lapin. Alors, c'est une première pour nous. Pour l'instant, tout a l'air de fonctionner, mais on ne sait jamais. Donc, d'avance, merci de votre indulgence. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Oui, on va déroger à notre règle traditionnelle qui est qu'un épisode du Temps d'un Lapin dure au maximum 30 minutes, ou 2 fois 30 minutes, ou parfois un peu plus quand même. Dans tous les cas, la règle c'est que on se couche à 21h30 ou presque, donc en gros 21h45, vous pourrez être au dodo. Marie, je te vois faire... D'accord. Mais en tout cas, pour démarrer, et je pense que c'est une première dans les podcasts qui concernent la kinésithérapie, nous vous proposons de débuter par une session ASMR de découpage de galettes à la praline, réalisée par Marie. Alors attention, elle le fait sans filet, sans cascadeur. C'est parti. C'est pas moi qui ai fait la galette. Éclatez-vous. Et là, je casse l'assiette en deux. Alors, c'est une galette individuelle dans laquelle il y a quand même une fève. Et je me demande, le suspense est immense. Qui sera la reine ce soir? Et là, si à un moment on entend une dent qui pète... Parce que elle est quand même bien à la praline. Voilà. Mais j'ai pas coupé la fève. Ouais, c'est pas il mal. faut bien être lyonnais pour ne pas mettre de frangipane dans sa galette. C'est frangipane praline. C'est Ok, pas que praline. ok, ça va. Bien, alors... Bon, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va attendre que Marie ait fini de manger. Ah, Non, bon. c'est bon. Non? Bon, ok. Ça va. Allez, si nous sommes réunis ce soir, c'est parce que aujourd'hui, Marie, elle voulait nous parler d'un thème qui lui est cher, qui est la médicalisation du corps des femmes dans la santé. Donc Marie, c'est une présentation que tu as déjà faite et que tu as un petit peu adaptée pour ce soir. Tu as fait cette présentation à Angers, je crois que c'était à l'automne. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement dans quel contexte ça s'était produit? Oui. En fait, il y a une bibliothécaire de l'université d'Angers qui écoute le lapin. Je suis désolée, je suis un petit peu enrouée, je suis malade. Pas le Covid, promis. Et puis l'université d'Angers, en fait, à la bibliothèque, ils recensent les archives du féminisme. Et ils avaient organisé une semaine à thème qui s'appelait Décor des femmes, avec un live de Martin Winkler, une pièce de théâtre de l'œuvre Le cœur des femmes qui a été repris en bande dessinée récemment. Et en fait, ils avaient prévu une soirée médicalisation du corps des femmes et ils cherchaient des intervenants et pour lesquels ils nous ont sollicité sur le lapin. Et où du coup, je me suis portée volontaire pour y participer. Donc c'était une table ronde où il y avait une gynécologue obstétricienne hospitalière, une sage-femme, la directrice. Alors la sage-femme était doctorante en éthique.
il y avait la directrice des études de maïeutique d'Angers, et puis il y avait aussi le médecin généraliste qui participait au département de médecine générale. Globalement, la question c'était comment les soignants réagissent à la problématique de la médicalisation du corps des femmes. Et on avait été sollicité via le lapin par rapport à notre épisode sur le déontomètre. Donc l'idée, c'était quand même de présenter le déontomètre. Du coup, ce soir, je vous refais le petit topo et je vous le fais pas en entier. Je vous redécris pas complètement le déontomètre. On va le survoler vite fait. Hein. Mais on va juste, je vous montre, parce qu'il y en a qui étaient intéressés par ça, sur quel axe moi j'ai pris dans cette présentation. Et puis on discutera après de comment ça s'est passé. Bah, super programme. Est-ce que ça va à tout le monde comme ça? Ceux qui sont pas contents, ils ont qu'à aller voir le webinaire de la clinique du coureur. Voilà. C'est quoi le thème de ce soir? Je sais plus ce que c'est. C'est pas grave. Mais on parle de médicalisation du corps des femmes. Si c'est pas douleur chronique et course à pied ou un truc dans le genre. Ah, ça fait Bref, ou lombalgie chronique peut-être. Je vais vous laisser. On attaque? Alors, on va attaquer maintenant. Attention, c'est parti. Il va falloir que tu partages ton écran. Yes. Je me retrouve tout seul. Ah, oui, je ne suis plus là. Je disparais. Ça va pas durer longtemps. Là. Alors, c'est quand même assez effrayant puisque pour l'instant, tout a l'air de fonctionner. C'est louche. C'est l'effet galette, ça, moi, je te le dis. Donc, c'est bon, c'est parti, on peut y aller. Oui, alors, juste peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent pour une première fois, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et moi, je ferai le modérateur, donc je les transmettrai en direct, comme ça tu peux te concentrer sur la présentation. Ouais, tu m'arrêtes s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Et je n'hésiterai pas à te mansplainer. Voilà, c'est ça. J'adore ça. Donc, la question, c'était vraiment comment les soignants réagissent. Et du coup, pour aborder le déontomètre, moi, j'ai voulu parler de l'axe des violences sexuelles dans le soin et de la médicalisation. Alors, effectivement, c'est pas un sujet hyper joyeux. Je leur ai Alors, il y avait peut-être une cinquantaine de personnes qui étaient présentes. J'ai su après, il y avait des étudiants en médecine, il y avait des étudiants sages-femmes, il y avait des sages-femmes, il y avait des kinésithérapeutes, il y avait des médecins, il y avait des gens qui participaient à la vie de l'université d'Angers. Je leur ai proposé un petit exercice pour démarrer et je leur ai cité 2 propositions en leur demandant si le comportement que je proposais était adapté. Est-ce que poser ses mains sur les parties intimes d'une personne sans justification thérapeutique, c'est un comportement adapté ou inadapté? Et est-ce qu'écarter une partie d'un vêtement, une bretelle, un haut du slip, un chemisier, sans prévenir ou respecter le refus de la personne, c'est adapté ou inadapté? Donc globalement, c'était un public qui était assez averti. Vous vous doutez que les réponses, elles ont été plutôt unanimes. Oui, alors j'avais envie de vendre le lapin, donc j'ai mis plein de photos de lapin partout, préparez-vous. Après, la question qui s'est posée et à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que quand j'ai parlé de ce sujet, moi on m'a dit, je grossis le trait, de quoi se plaignent-elles? Elles vivent plus longtemps. Et ça m'a vachement énervée, ça a vachement secoué un petit peu la fibre féministe en moi, qui se dit ouais, les femmes sont mal soignées, on le sait depuis des années, etc. Et c'était un peu le discours global de cette table ronde. Et puis en fait, du coup, la question c'était un petit peu, mais qu'est-ce qu'il faut dénoncer? Parce qu'effectivement, en fait, les femmes, elles vivent plus longtemps. Elles ont encore une espérance de vie qui est d'environ 5 ans supérieure à celle des hommes. Et si leur corps il est médicalisé, qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce qui, dans cette médicalisation, fait peut-être qu'elles vivent plus longtemps? Est-ce que c'est la médicalisation? Est-ce qu'il y a une partie de la médicalisation de leur corps qui est bénéfique? Là, j'ai pas de réponse à cette question. Mais par contre, ça m'a amené sur, en fait, c'est quoi le problème exactement dans la médicalisation du corps des femmes? On a une question Dis-moi. Qui est de savoir si tu as des infos sur est-ce que l'espérance de vie en bonne santé aussi de la femme est supérieure à celle de l'homme? Alors ça, c'est une question que je me suis posée, mais sur laquelle j'ai pas forcément
chercher de sources. Il me semble, dans mes souvenirs, que c'était similaire, mais là, je ne pourrais pas m'avancer. Ok, merci pour la première question piège. On retient le nom. Ouais. Et puis on sortira la source, d'ailleurs, il faut noter cette partie-là aussi. Et du coup, alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de kinésithérapeutes qui nous écoutent là, ce soir, qui sont avec nous. En kinésithérapie, pour moi en tout cas, il y avait une vraie question autour du risque d'emprise dans la médicalisation du corps des femmes. C'est-à-dire, quand s'arrête le soin, qu'est-ce qui n'est plus du soin et qu'est-ce qui est exactement une agression? Oui, tu t'es entendu renifler, Vincent. Oui, pardon. Déjà, allez. Et pourquoi je dis ça? Alors, mon idée là, c'était de présenter un petit peu les textes législatifs existants en abordant ce qui était faisable ou pas faisable en théorie. Et je me suis permise de citer les avis du Conseil de l'Ordre sur la fasciathérapie, la microkinésithérapie, la kinésiologie, l'ostéopathie viscérale, le fait que les touchés pelviens, c'est censé, par les kinésithérapeutes, n'être pratiqué qu'en ultime intention, qu'un ostéopathe qui n'aurait pas de titre de professionnel de santé ne peut pas faire de toucher pelvien, en théorie, que chez nous, les kinésithérapeutes, clairement, il faut avoir délivré une information claire, loyale, recueilli le consentement du patient, et que quelle que soit l'indication thérapeutique, si on ne suit pas ce process-là, ça peut revêtir la qualification pénale d'agression sexuelle ou de viol. Ça, c'est... Et puis qu'en gynécologie, puisque là on avait surtout un parterre de personnes formées en gynécologie, et bien qu'il y a une charte qui est visiblement assez affichée dans les hôpitaux, qui explique que l'examen clinique n'est pas censé être systématique, que la femme doit pouvoir se dévêtir à l'abri des regards et que le soignant doit recueillir l'accord oral de la femme. L'idée pour moi, c'était de sortir des... Oui. Je crois pas que ce soit quelque... Enfin, dis-moi. Je pense que c'est pas le cas partout. En tout cas, je connais au moins 2 services de gynéco où il n'y a pas de charte affichée. Du moins, ça n'était pas le cas en 2020. Oui, en 2020. Ouais. En fait, là, si tu veux, ce que je trouve intéressant, c'est que ce qu'on lit beaucoup sur Twitter, c'est la question de l'examen clinique systématique chez les jeunes femmes quand elles souhaitent une contraception et qu'elles n'ont pas encore eu de rapport sexuel. Bon, là, c'est écrit noir sur blanc. Et en fait, ce que je dis derrière, c'est qu'en pratique, alors je sais pas vous, s'il y a des gens qui sont avec nous ce soir qui n'ont jamais vu de digression, qui n'ont jamais vu de situation où quelqu'un a transgressé ses règles, mais en pratique, effectivement, comme tu dis Vincent, il y a plein de situations où c'est pas le cas. Il y a plein de patientes qui sont examinées quand même parce qu'on ne sait jamais. Il y a plein d'histoires de toucher pelvien réalisées dès la première séance, etc., que ce soit chez les kinés. Il y a quand même de grosses histoires de chasse chez les ostéopathes sur les touchés pelviens. Donc en fait, si la loi elle est relativement claire, pour les professionnels de santé, ces informations-là, elles ne sont pas toujours bien connues ou comprises. Alors c'est encore plus difficile pour les personnes concernées de savoir ce qui pose problème. Je ne sais pas si toi, Vincent, tu es d'accord avec ça. Et si c'est des choses que tu as pu rencontrer et que, du coup, pour moi, ça en découlait la nécessité de prévenir et d'alerter sur les violences sexuelles. Parce que pour dénoncer quelque chose qui n'est... Comment ? Clairement, pour dénoncer un comportement qui est anormal, il faut savoir quelle est la norme des comportements attendus et qu'est-ce qui relève de la transgression à cette norme. C'est ça. Et typiquement... En cabinet, moi je suis toujours très surprise par la propension des personnes à se déshabiller très rapidement en arrivant, même quand je les connais pas du tout, que je les ai jamais vus précédemment, parce qu'en fait c'est normal de se déshabiller chez le kinésithérapeute, c'est normal d'être dévêtu un peu, voire beaucoup, mais en fait non. Et du coup, effectivement, c'est là où moi je me suis permise, voilà, de faire la pub pour l'ordre des kinésithérapeutes et pour du coup la campagne entière donc, qui promeut une relation thérapeutique saine et sécurisée et la prévention des violences sexuelles au sein d'un cabinet. Ça va jusqu'à présent, il n'y a pas trop
de plainte, je vais pas trop vite. Non, ça va bien. Ok. Alors, là, j'ai voulu citer la fiche. On a Kinepédia qui nous dit que jamais je n'ai eu lors de ma formation initiale la notion de consentement du toucher à autrui, comme s'il était normal et accepté que lorsqu'un patient se déplace en cabinet, le paradigme de son acceptation d'être touché était acquis, à la fois pour le patient et pour le soignant. Et c'est une très bonne remarque parce que j'allais dire à peu près la même chose. Ouais, je pense qu'on est beaucoup à... Alors, on a parlé, je crois, dans l'épisode sur le déontomètre du consentement implicite. Et je pense qu'on est beaucoup à imaginer qu'un patient qui vient chez nous, il est d'accord pour se déshabiller et il est d'accord pour qu'on le touche. Et il y en a beaucoup qui pensent qu'il va falloir qu'il se déshabille et qu'il va falloir qu'on les touche, qui ne sont pas forcément d'accord avec ça, mais qui pensent qu'ils n'ont pas le choix. Et je pense que c'est là où l'information elle est importante, c'est que oui, vous avez toujours le choix. Vous avez toujours la possibilité de dire non. Et du coup, merci Kinepédia, ça me fait une super transition. Parce que lors... Avant, j'aurais peut-être une remarque à faire, une question. Dis-moi. Est-ce que le fait de penser qu'il y aura systématiquement un examen ou un contact physique de pratiquer par le professionnel, est-ce que ça pourrait pas être aussi un motif de non-recours aux soins? C'est pas une question piège, tu doutes que la réponse est oui. C'est une réflexion que je me fais et je me dis que c'est fort probable. On le voit par exemple avec des personnes, des femmes de religion musulmane par exemple, pour donner un cliché, pour lesquelles le rapport au corps est différent. Je dis les personnes musulmanes, mais ça peut être d'autres cultures où il est difficile qu'un homme qui n'est pas le mari de la femme touche celle-ci, par exemple. Même sans aller jusqu'à la question des spécificités culturelles ou religieuses, une personne qui a été victime de violences sexuelles va probablement avoir du mal à se rendre chez le gynécologue en sachant que si pour elle l'examen clinique est systématique. Alors, 2 remarques dans le chat. Une première qui nous dit que c'est toujours quelque chose c'est toujours pas quelque chose de systématiquement enseigné en IFMK, le consentement et le fait que ça puisse être refusé. Et on a un autre message qui nous dit qu'il y a des IFMK qui ont mis en place une charte de TP sur le consentement, et notamment Grenoble, le centre du monde français de la kinésithérapie, évidemment, qui a mis en œuvre une charte. Ça ramène des fans. Tu sais, c'est la question que j'allais me poser. En fait, moi, j'ai jamais donné mon consentement à être touchée à l'IFMK. Et je me souviens et je répétais très contente et en rigolant que le premier TP, c'était sur le bassin. Et que le prof m'avait surprise en me chopant une fesse sans que je m'y attende. Et en me collant la main sur les ischions en disant « Si tu y vas franco, c'est là que tu les trouves. » Et oui, effectivement. Je pense que je pense qu'on doit être 95% d'anciens étudiants kinés à avoir vécu ce genre d'expérience ou avoir vu, donc ça reste. Ah bah, on vit pas. Je te laisse poursuivre. Ouais. Alors ça c'est un. Alors j'ai découpé la déco qui était très chouette, mais c'est l'affiche qui est proposée à afficher en cabinet. Et en fait, je leur ai demandé de lever la main si ça les surprenait que ce soit la règle dans un cabinet de kinésithérapie. Et c'était important pour moi parce que c'était de dire, en fait, chez nous, c'est à ça que vous êtes censé pouvoir vous attendre à ça. Donc, accueil avec bienveillance et respect, oui. Information du déroulement de la séance, c'est pas forcément quelque chose de très fréquent. Le consentement, c'est ce dont on a parlé en long, en large et en travers sur Twitter. Je vous explique les objectifs de chaque geste et je vous recueille votre accord avant de le pratiquer. Je vous propose une prise en charge personnalisée à chaque séance. Je suis à votre écoute et attentif à vos besoins. C'était important pour moi de leur montrer ce qu'ils étaient en droit d'attendre et ce que leurs patients futurs étaient en droit d'attendre aussi. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ont été surpris, notamment sur l'explication de chaque geste
l'accord avant de le pratiquer, et aussi le fait du déroulement de la séance, d'informer de ce qui va se passer. Et finalement, je trouve que ça revient bien avec cette question d'emprise, où en fait, je suis tellement en confiance, entre guillemets, où j'ai tellement donné un consentement implicite que je suis prête à ce qu'on fasse un peu tout et n'importe quoi avec mon corps, parce que ce sera forcément normal sans qu'on m'explique. Et puis il y a aussi la notion de surprise en fait. On va pas faire un truc comme ça sorti du chapeau. On essaye de planifier un petit peu ce qu'on va faire. C'est aussi l'exercice qu'on demande à nos étudiants quand on va les évaluer, c'est de nous dire voilà, quel va être l'objectif de ta séance, donc quels sont les moyens que tu vas mettre en œuvre pour ça, et comment tu vas évaluer l'efficacité de ton intervention d'aujourd'hui et quel effet elle aura plus tard. Ah mais complètement, tout à fait. Et puis je trouve que c'est un exercice intéressant parce que sinon on n'a pas besoin de justifier nos actes, on peut proposer tout et n'importe quoi de qualité médiocre et personne ne s'en rendra compte. Ça nous évite aussi de faire une séance en mode pilote automatique où on va répéter des gestes de manière plus ou moins autonome sans que ça ait d'intérêt thérapeutique. Ce qui nous arrive, je pense, à tous de temps en temps, quand on est crevé et que ça fait des semaines et des semaines qu'on attend des vacances qui n'arrivent plus, par exemple. Alors, moi, je le fais un petit peu différemment maintenant. Comme vous avez dû, pour ceux qui l'ont écouté, il y avait le podcast avec Jimmy où il expliquait que je prenais des notes. Moi, je note ce que je fais à chaque séance. Et du coup, quand les patients sont dans une phase de progrès et d'amélioration, je reprends ce qu'on a fait ensemble la dernière fois. Je confirme avec eux que ça va bien. Et maintenant, ce que je dis, c'est je vous propose qu'on fasse quelque chose de similaire, comme visiblement on est dans la bonne voie. Et du coup, que je sois fatiguée ou non, quand visiblement c'est quelque chose qui a marché, ça me permet d'avoir un pilote automatique sur le contenu global de ma séance tout en ayant le consentement au passage et en restant personnalisé. On a quand même une question très importante sur le chat. Ouais. Est-ce que tu as eu la fève ? Mais non, parce que j'ai rien mangé du coup encore. Je grignote la croûte là depuis tout à l'heure. Pardon. Je vais enchaîner parce que du coup j'ai faim. Si ça vous va. Ensuite, évidemment, j'ai proposé le déontomètre. Donc j'ai décrit un petit peu à quoi il ressemblait. Donc j'ai dit qu'en fait c'était une réglette avec 12 propositions. On retourne la réglette et en fonction des cases qu'on a cochées, on voit dans quel type de relation la relation thérapeutique s'inscrit. Relation saine, relation à risque, relation dangereuse. Alors ils ont dit que c'était flou, donc ils ont demandé à ce qu'on distribue les déontomètres à ce moment-là. Bon, c'était petit exprès, je vous montrerai sur la diapo d'après. Moi, j'ai précisé que c'était pour les personnes concernées, mais que c'était intéressant aussi de s'auto-évaluer avec le déontomètre, parce que justement, il y a des patients qui ne savent pas ce qui pose problème, mais il y a aussi des professionnels de santé qui ne savent pas ce qui peut être problématique. Et c'est là où, du coup, j'ai mis en plus grand, j'ai repris les 2 propositions que j'avais faites au début, et où, comme les participants avaient quand même plutôt bien deviné, et probablement vous aussi si vous nous écoutez, eh bien, on est sur une relation à risque et une relation dangereuse. Le fait que le kinésithérapeute pose ses mains sur les parties intimes d'une personne sans justification thérapeutique, c'est un acte condamnable. Et si j'ai choisi celle-là, c'est justement parce que je voulais insister sur le sans justification thérapeutique. Le « je sais ce qui est bon pour vous », ce n'est pas une justification thérapeutique. Alors, c'est peut-être un peu dur dit comme ça, mais la tradition ou le « c'est parce qu'on a toujours fait comme ça », ce n'est pas une justification valable. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que quand quelqu'un pose ses mains sur les parties intimes d'une personne, la personne, elle a le droit à une explication, et elle a le droit à une justification de qualité. Ça fait partie de ses droits, ça fait partie de nos devoirs. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Alors, on a une question de Viquette. Dis-moi. Qui nous dit que je me souviens quand l'ordre avait publié donc le déontomètre notamment sur les réseaux sociaux,
on avait eu droit à oui, enfin, un pervers ne va pas s'auto-évaluer en tant que personne dangereuse. Donc Viquette nous demande un avis sur cette question. Putain, tu fais trop bien les transitions. Alors, justement, j'avais choisi la deuxième. Mon kinésithérapeute écarte une partie d'un vêtement sans me prévenir ou respecter mon refus. On en avait parlé, Vincent et moi, dans le déontomètre. Je respecte toujours les refus, enfin j'espère. Par contre, je pense que ça m'est arrivé à de nombreuses reprises d'écarter une partie d'un vêtement sans prévenir la personne. Bien sûr. Ou même de poser ma main sur quelqu'un sans le prévenir. Et ça, par exemple, dans l'auto-évaluation, c'est important parce que j'ai mis longtemps à me rendre compte que ça pouvait être problématique. Il m'a fallu des histoires de personnes qui avaient été victimes de violences, que ça pouvait entraîner dans une dissociation traumatique, rappeler des souvenirs très désagréables, pour que je comprenne qu'en fait, ça va rien faire à 95% des gens. Mais peut-être qu'il y a une personne, ce sera très probablement une femme, un jour dans ma carrière, pour qui ça c'est très important. Et le fait de l'automatiser, ce sera très important. Et je rajoute et je réponds plus précisément à Viquette après, à la demande de Pascal Mathieu avec qui j'avais discuté, il n'y a pas de prescription pour la justice ordinale. Tu me corriges Vincent si je me trompe. Mais ce n'est pas parce que ces actes sont prescrits au pénal qu'ils ne peuvent pas donner suite à condamnation à l'ordre. Donc même si ça fait 30 ans, ça peut être dénoncé. Après, pour répondre à Viquette, quand on a lancé le lapin, on s'est rendu compte que les confrères qui nous écoutaient, c'était globalement des confrères qui étaient dans la même mouvance que nous. Et là où on a tenu à élargir l'audience qu'on pouvait avoir, c'est de se rendre compte que ça avait aussi du sens d'informer les personnes de ce que c'était que la kinésithérapie, de ce que ça pouvait être et de ce que ça n'aurait pas dû être. Et en fait, tous les arguments un peu fallacieux qu'on tournait sur les réseaux au moment où le déontomètre est sorti, honnêtement, je suis pas sûre qu'ils aient du sens. C'était vraiment des arguments de réactance. Évidemment que le pervers, il va pas se poser de questions et de toute façon, le pervers, il aura jamais de déontomètre dans les mains. Ouais. Mais si jamais... Comment ? Alors, il y a une remarque par rapport à ça dans le chat. Ouais. Nem Olivier qui nous dit idem que Marie, le monde n'est pas binaire. On peut avoir des gestes malvenus avec un ou une patiente. Et le fait de trouver le déontomètre nous aide à en prendre conscience. Oui, voilà. Potentiellement, ça peut être quelque chose pour nous alerter et nous dire ah bah tiens, c'est bizarre, ce que je fais, c'est pas vraiment ce qui est attendu de moi. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, il peut y avoir de la réactance. Et j'imagine que dans un premier temps, si on a ce genre d'attitude, je pense que je me demande si j'en avais pas déjà parlé pendant l'épisode sur le déontomètre, je pense que le moi d'il y a 5 ou 10 ans aurait probablement eu de la réactance par rapport à certains items du déontomètre. Et peut-être qu'un peu plus tard, ça m'aurait permis de réfléchir et d'aller chercher de l'information là-dessus. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi ceux-là. Celui en jaune, c'est venu vraiment parce qu'une personne victime de violence m'a dit si vous faites ça à ce moment-là, moi, ça me ramène à un moment où j'ai subi des violences sexuelles. Et je dis, bah, moi, je veux pas faire ça. Je veux pas être à l'origine de ça. Mais sans cet échange-là, ça me questionnait pas autant précédemment, en fait. Et effectivement, tu vois, la partie en rouge, s'il n'y a pas de raison thérapeutique, ça peut être considéré comme un viol. Ça veut dire que faire des touchés pelviens en systématique... Alors attention, parce que moi je ne fais pas du tout de périnéo, donc c'est pas mon exercice, mais un toucher pelvien en systématique, il faut quand même une bonne justification thérapeutique. Et puis pour finir ce que je disais par rapport à Viquette et les pervers, le pervers il aura peut-être pas le pervers, il va lire la partie rouge, là, le 12, et puis en fait, il va jamais se poser la question, il se dira pas que c'est un viol, puisque lui, il se dira que de toute façon, c'est comme ça qu'il guérit les gens.
J'ai quelques exemples en tête, malheureusement. Et par contre, si la copine d'une de ces patientes tombe sur le déontomètre et qu'elles en parlent un soir quand elles vont boire un verre, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et je pense que c'est là où c'est intéressant de diffuser assez largement. Voilà. Parce que c'est pareil, moi j'ai eu quand même pas mal de retours d'étudiants médecins à la fin de cette table ronde sur le fait que eux ils avaient vu des choses catastrophiques en stage et qu'en fait ils étaient dans un conflit de valeurs parce que s'ils dénonçaient des pratiques, ils risquaient de voir leur stage invalidé, ce qui est quand même gravissime. Et qu'en même temps, il y avait quand même des pratiques qui relevaient potentiellement de la violence sexuelle. Alors dans le chat, on a Époron qui fait référence à une affaire où un ostéopathe n'a pas été condamné alors qu'il avait réalisé un toucher pelvien et était poursuivi pour viol ou agression sexuelle par la patiente. Ouais. Parce que le geste a été estimé comme thérapeutique. Donc c'est un kiné-ostéo non condamné parce que les techniques revendiquées correspondent bien à des techniques reconnues en ostéopathie, a déclaré la présidente du tribunal. En fait, il faut savoir que dans ce genre d'affaires, donc ça passe plutôt au pénal, il y a un kinésithérapeute expert ou un médecin expert qui est sollicité et qui va dire si les gestes pratiqués sont l'usage dans la profession. Et excuse-moi, elle est incroyable cette galette, pardon. Je l'avais pas goûté encore. J'essayais de le faire discrètement, mais en fait, elle est juste trop bonne. Pardon. Vas-y. Et donc, si cet expert dit les techniques, c'est l'usage, c'est normal et c'est attendu de la part d'un professionnel de les réaliser, le juge va plutôt considérer plus que c'est normal ce que le professionnel a réalisé, mais le problème il est au niveau du consentement. Alors que si l'expert dit non, ça fait 15 ans qu'on fait plus ça et on a dit qu'il fallait plus faire ça, et là la sanction sera différente. En chambre disciplinaire, on aurait tendance, alors j'ai une formation demain sur la question, mais par rapport à ma petite expérience sur le sujet, on va avoir tendance à pas trop juger ce qui a été fait, si les gestes sont normaux ou pas, parce qu'en fait nous ne sommes pas kinésithérapeutes experts. Et donc, nous ne sommes pas censés juger de la qualité et de la pertinence de ce qui a été réalisé par le confrère qui est censé pratiquer son art en toute indépendance, ce confrère ou consoeur. Voilà, donc pour expliquer pourquoi est-ce que parfois des personnes qui vont réaliser des gestes sur les parties intimes ne sont pas condamnées, c'est aussi parce qu'il y a un décalage entre l'expertise et la science disponible. Clairement, en ce qui concerne les touchés pelviens, la science disponible elle est vraiment d'une qualité assez médiocre et ça serait peut-être bien que les juristes du Conseil de l'Ordre et les experts du Conseil de l'Ordre se penche un petit peu sur la question pour un peu plus parler des touchés pelviens notamment qui sont déjà assez encadrés, mais je pense qu'en fait on pourrait assez facilement même arriver à presque une interdiction. Mais là on digresse comme on sait toujours aussi bien le faire et j'oublie qu'il n'y a pas de montage derrière. Non mais je trouve que c'est important parce que ça fait partie moi de mes grandes désillusions dans le sens où pour moi, le cadre, il était le même pour tout le monde. Et qu'en fait, là, la preuve, c'est que si l'expert mandaté juge que c'est quelque chose qui se fait, eh bien, ça me fait toujours un petit peu penser au soutien aux professionnels de santé pendant le Covid, qui a été un petit peu fait en fonction de l'importance qu'on pensait que chacun avait, ou des personnes plutôt bien placées dans des endroits assez bien placés, mais qui projetaient en fait leur représentation personnelle potentiellement. Et j'ai envie de dire, il y a des professionnels de santé aujourd'hui à Lyon, si vous leur demandez comment on soigne les douleurs pelviennes, ils vont vous parler de toucher pelvien, et ils vont vous dire que de toute façon, il n'y a que comme ça que ça marche. Parce que ça fait 50 ans qu'on fait ça. Et malheureusement, ça peut suffire comme justification. Et c'est là où je trouve que c'est quand même important et intéressant qu'on ait ce recours ordinal. Alors clairement, c'est un
Alors, c'est la question qui s'est posée aussi de la part des étudiants en médecine à la table ronde. C'est de dire que l'ordre des kinés était génial, donc ça on le savait, mais qu'en fait, ils se demandaient comment ça se passerait avec l'ordre des médecins, et malheureusement, chez l'ordre des médecins, c'est un peu plus difficile quand même. Et je crois qu'ils ont parlé du gynécologue de l'hôpital Thonon, qui était encore en exercice alors qu'il avait une dizaine de plaintes, je crois, contre lui. Je crois qu'on est bien au-delà de la dizaine de plaintes. Oui, je n'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, c'était effectivement... On est à peu près une centaine, si je dis pas de bêtises. Eux déploraient le fait que l'ordre des médecins était relativement peu efficace sur le sujet. Moi, Pascal m'a bien précisé, Pascal Mathieu, que c'était vraiment une des volontés fortes de l'ordre des kinés de recevoir la plainte de chaque femme. Femme, parce que jusqu'ici, ils n'ont que des plaintes de femmes. Et d'ailleurs, l'ordre des kinés est actuellement dans une vaste campagne de formation de ses élus pour recueillir les plaintes de personnes victimes de violences sexuelles. Moi, je participe demain puisque je suis assesseur en chambre disciplinaire. Yes. Je te propose de poursuivre. Notre star. Oui, moi j'arrive au bout. Voilà, ça c'était la dernière diapo. J'aurais pu parler pendant des heures. La dernière diapo sur laquelle je voulais clore mon intervention, c'était celle-là. Médicaliser le corps des femmes, oui, à outrance, toucher pelvien chez des jeunes femmes qui n'ont pas eu de rapport sexuel, etc., etc. Et par contre, quand il s'agit d'entendre la douleur des femmes, alors là, on fuit. Et c'est pareil, je pense que ça mériterait d'être creusé. Mais pour le coup, je trouve un vrai paradoxe. Moi, je ne comprends pas comment on peut avoir un tel suivi du corps de la femme et avoir de telles problématiques douloureuses chroniques chez les femmes et des parcours douloureux aussi complexes. Mais je suis sûre qu'il y a plein d'explications. Là, voilà on ouvre un grand débat. Oui, c'était la boîte de Pandore à ouvrir. Ah oui, j'ai remis le petit lapin fatigué à la fin. Voilà. Je reviens. J'allais chanter. Alors, on va essayer de tout faire fonctionner. Oui, bien sûr, je me vois. C'est le principal. Alors. Moi, je te vois sous forme d'une bête qui ressemble à un yak avec des cornes et un anneau dans le nez. C'est tout moi, ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur la présentation ou est-ce que je peux vous dire un petit peu ce qu'il en a été des débats dans la foulée? On a quelques questions. Ouais. Alors, on a Marcomk26 qui nous dit qu'il y a théoriquement une obligation de formation pour les professionnels de santé sur la prévention des violences faites aux femmes depuis 2014. Voilà, donc moi je suis ravi de l'apprendre. 2014, c'est pas mal ça. Ouais, 2014. En DPC votre compte formation, vous n'êtes pas à jour. On va vous appeler. Je serais très curieuse de savoir ce que ça donne, ce type d'obligation, parce que moi, ça me fait très peur, les formations. On me dit il faut les faire, il faut porter plainte. J'ai répondu à un mémoire récemment sur l'évolution de la loi où, a priori, on peut maintenant signaler des violences sans l'accord de la personne, même si elle n'est pas mineure ou vulnérable. C'est bien ça. On creuse la question. Ouais, ça m'a beaucoup surpris. Mais effectivement, la prévention des personnes, notamment médecins, qui ont été poursuivis et sanctionnés pour ne pas avoir respecté le parcours normal de ce genre de choses. Alors, clairement, sur les violences, moi, je me méfierais énormément parce que le risque de passage à l'acte, il est énorme si la personne essaye de partir. Il faut avoir un ego, je trouve, assez surdimensionné pour lancer une procédure alors qu'on est kinésithérapeute, qu'on n'est pas au cœur de la vie de la personne, si on ne maîtrise pas du tout les associations derrière et les modalités de prise en charge. Oui, c'est pour ça qu'il vaut mieux en référer au médecin. Ou connaître les associations locales. Conseil aussi auprès du conseil départemental de l'ordre, qui est normalement compétent pour vous indiquer la marche à suivre dans ce genre de situation. Normalement.
Voilà. Alors, Tu m'as dit d'autres questions? Une question de Camille LTR. On se demande bien qui c'est. Ouh, suspense. On est ravis de t'avoir. On t'attend sur le podcast. Alors, quand on arrivera à est-ce te que donner le une date. déontomètre aide à considérer les violences verbales faites aux femmes, par exemple jugement sur le choix de contraception ou le choix d'avoir ou non des enfants, les pratiques sexuelles, et même choix d'exercice physique, comme par exemple des femmes qui pratiquent des sports socialement associés à une pratique masculine, etc. Alors, attendez. Je vais le ressortir. Parce que... On ressort aussi. Alors. Non, je crois qu'il est uniquement sur les violences sexuelles. Alors, il y en a une. C'est surtout sur les gestes, en fait, sur le contact physique. Mon kinésithérapeute me pose des questions intimes sans lien avec ma pathologie et sans m'expliquer les raisons médicales de ces questions. Mon kinésithérapeute fait des blagues ou des commentaires à caractère sexuel. Mon kinésithérapeute me raconte ses propres expériences sexuelles. Mon kinésithérapeute a pris des photos de moi à mon insu au cours d'une séance. Quelle horreur. Il y a une affaire comme ça qui est jugée bientôt. Ouais. Alors, à ce sujet, Camille, moi, ça me fait toujours un peu réfléchir. J'avais écrit il y a très longtemps un billet de blog qui s'appelait Juger parti. Ce que je trouve compliqué, c'est qu'on nous demande d'être humain dans notre travail, mais en même temps, on a un titre de professionnel. Et ce que je disais quand j'avais des stagiaires, ce qui est difficile, c'est que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te vois sourire. Tu as un morceau de patate de l'autre côté. Non, c'est un grain de beauté. Ah! Saloperie, va. Il n'y a pas ma mouche là? C'est dans le chat. Ah, qui c'est qui a dit ça? Merci. Je n'en pas. Heureusement que je ne me suis pas intégralement démaquillée, dis donc, on m'aurait envoyé les pompiers. En fait, ce que je trouve très difficile, c'est qu'il y a notre avis personnel et il y a notre avis extérieur, et qu'en fait, aujourd'hui, un kinésithérapeute ne devrait pas avoir à donner son avis sur la contraception d'une jeune femme. En tout cas, pas un avis en tant que personne, parce qu'on n'est pas formé à ça, et on a notre corpus de connaissances, il n'est pas forcément validé dans notre diplôme d'État. Les gens qui viennent nous voir, ils viennent nous voir parce qu'on a un diplôme d'État, donc le contenu est censé être validé. Donc moi, si je vous dis de mettre un oignon coupé en deux sous le lit, parce que c'est comme ça que la bronchiolite guérit, la personne en face, elle pense que ça vient de mon DE, mon diplôme d'État. Ah, toi, t'as été désespéré, toi. Non, ça marche. En 3 semaines, le gamin est guéri. Oui, voilà. Non, mais tu vois, c'est... Et en fait, ces questions-là, je trouve que notre rôle, il est d'avertir. C'est-à-dire, moi, un gynécologue qui dit à une gamine, je pose pas de stérilet, tu prendras la pilule, quoi qu'il arrive, je vais peut-être lui dire de changer de gynécologue. Mais par contre, je vais pas lui donner d'avis sur sa pilule. Enfin, je veux dire, je vais pas lui dire, aujourd'hui, les femmes modernes, elles prennent pas la pilule, les mecs, ils ont qu'à se bouger le cul, tu vois, c'est pas du tout... Alors, techniquement, la contraception masculine, c'est pas en se bougeant le cul, c'est en se serrant un peu les testicules. Mais... Non, mais... Voilà. Mais voilà. Et après, effectivement, le déontomètre ne parle pas des violences verbales, et ça pourrait être intéressant. Tu sais, les étudiants, ils ont demandé à en avoir plusieurs pour le faire remonter à l'ordre, pour demander que l'ordre en fasse une version, des médecins. Ouais. Ah, c'est bien. Evelyne avait fait une remarque en disant que... Evelyne. Ah, oui. Tu sais, elle est pas bien grande, elle fait de la plongée. Elle est très gentille. On l'adore, Evelyne. Viens nous parler un jour au podcast. Elle est déjà venue, Evelyne. Oui, c'est vrai. Reviens. Reviens, Evelyne. Reviens, on a des bières. Allez, regardez, il est 21h15 là, Vincent. Ouais, je commence à papillonner des yeux. Donc, Émile nous disait que le déontomètre, en fait, il s'inspire du violentomètre. Oui. Et le violentomètre, lui, je pense qu'il comporte de nombreux items en rapport avec les échanges verbaux qu'un compagnon potentiellement violent peut avoir avec sa compagne ou son autre compagnon. Donc c'est un outil complémentaire qu'on vous invite à aller consulter, évidemment. Camille ajoute que l'ultramédicalisation ne serait-elle pas un moyen de contrôle des femmes, entre parenthèses sarcastiques? Bah oui, je vois pas pourquoi, mais...
Voyons. C'est là où vraiment, moi, ça m'interroge. Ça va être l'objet, moi, de la suite de mon parcours de formation. C'est est-ce que les femmes sont ultra médicalisées? Est-ce que les hommes sont sous-médicalisés parce qu'ils ne consultent pas ou parce qu'on estime qu'ils n'ont pas besoin d'être contrôlés? Et qu'est-ce que cette médicalisation, quel rôle joue cette médicalisation dans la longévité de la femme? Est-ce que est-ce que l'adhésion de la femme aux soins en général est un facteur protecteur qui lui donne 50 plus parce qu'elle a été habituée à se soigner? Il y a forcément 18 000 facteurs de confusion, hein, bien sûr, mais effectivement, cette question du contrôle sur le corps des femmes, elle a beaucoup été abordée par les autres professionnels, pour le coup, qui étaient médecins et sages-femmes. Mais on n'était plus sur la gynéco-obstétrique. D'accord. Alors, une autre question, c'était de savoir s'il y aurait un déontomètre version 2.0 qui prendra en compte les retours des pros et non-pros de santé, ou est-ce qu'il est déjà abouti au maximum? Toi qui en as discuté avec Pascal Mathieu, la présidente du Conseil de l'Ordre des kinésithérapeutes, est-ce que tu as des infos là-dessus? Non. Moi, clairement, je trouve qu'il serait intéressant d'en faire une version pour les soignants en général. Parce que là, c'est très orienté sur les actes des kinésithérapeutes, mais on pourrait en faire une version. On peut remplacer kiné par n'importe quel autre professionnel de santé, même si, effectivement, certains ne seront pas forcément amenés à déshabiller, par exemple. Après, moi, la question qui se pose, c'est quand je suis passée à l'ordre au conseil départemental de l'ordre, en fait, la campagne a été juste incroyable, mais la diffusion de la campagne n'a pas été extraordinaire. Il y a des déontomètres dans tous les conseils de l'ordre qui attendent dans les couloirs qu'on veuille bien les récupérer. Je ne sais pas si le projet d'aller plus loin pourrait aboutir si les kinésithérapeutes ne s'en emparent pas aujourd'hui. On aurait pu imaginer un déontomètre distribué en complément ou à la place du caducée, par exemple. Par exemple, ouais. À savoir, du coup, pour ceux qui nous écoutent là ce soir, clairement, il y a des déontomètres dans les conseils départementaux de l'ordre. Si vous avez des gens qui peuvent être intéressés autour de vous, il ne faut pas hésiter, je pense, à aller en chercher pour les distribuer à vos confrères et puis pour les distribuer aussi à d'autres professionnels de santé. Qui sait? En tout cas, moi, chez les gynécos et les sages-femmes, ça a super bien marché. Par rapport à la question de l'aboutissement du déontomètre, il s'inspire énormément, il se base énormément sur les résultats de chambres disciplinaires départementales ou nationales, pas que pour les kinésithérapeutes, mais aussi pour les médecins, puisqu'en général, on arrive les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, enfin, tous les professionnels de santé, ça suffit avec cette galette. Donc tous les professionnels de santé qui auraient pu être condamnés. Donc en gros, l'idée c'est de dire attention, là il y a quand même des choses qui, si ça en venait à être jugé, que ce soit au pénal ou au disciplinaire, seront condamnés. Donc après avec des peines plus ou moins importantes en fonction des juridictions et des personnes qui vont être amenées à juger. Alors je continue un petit peu. Est-ce que le déontomètre a été fourni aux IFMK? Alors le déontomètre il a été diffusé auprès de tous les kinésithérapeutes qui ont donné leur adresse au Conseil de l'Ordre, ce qui est une obligation d'après le Code de la santé publique. Adresse mail. Adresse mail, oui. Donc techniquement tous les kinés de France ont reçu l'info et le déontomètre dans leur boîte mail. Après le Conseil de l'Ordre n'est pas derrière nous pour vérifier qu'on lit bien ça. Alors, vérifie. Non, il n'y a personne. Il y avait Richard, mon voisin, qui avait fait un film sur l'accessibilité. Pour le coup, le déontomètre imprimé par l'Ordre, il ressemble à ça, en taille. Et c'est effectivement... le miroir, c'est chaud. C'est un peu petit pour le coup. Je trouve potentiellement, c'est pas hyper visible dans la salle d'attente. Et effectivement, en lecture, c'est pas non plus hyper simple. Oh, punaise. La tête à l'envers. Voilà. Après, sur une impression PDF, il ressemble à ça. Oh là là. La tête à l'envers, c'est ça. C'est pas un manga, ça se lit de gauche à droite. Oui, c'est ça. Pardon.
On a une remarque d'une personne pas connue du tout qui s'appelle Anamorphosi. Oh, t'es là, Fred. Alors, les chaussons. Reviens nous voir. Qui nous dit qu'il voudrait un déantomètre pour les prises en charge sur les enfants. Et je crois que Kinépédia avait fait une remarque aussi dans ce sens. Et je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Autant peut-être qu'une Le version. consentement de l'enfant, ça doit être un sujet, mais alors. Ah bah, oui. N'est-ce pas? Ouais, c'est clair. Mais oui, c'est une très bonne idée. Je pense qu'on pourrait la soumettre au Conseil national de l'ordre, savoir s'ils en ont encore un peu sous le pied pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans la sensibilisation des professionnels de santé et des patients, puisque je rappelle quand même que c'est aussi un outil destiné aux patients. Ouais. Alors, une question de raclette, ça c'est... Voilà. On n'est pas obligé de parler que du déontomètre aussi ce soir. Hein. Après, je peux vous raconter comment ça s'est passé la suite de la table ronde et puis après on parle d'autre chose. Alors attends. Et on a une question à nous de Fred qui serait curieux de savoir à quel âge la surmédicalisation des femmes se marque. Est-ce que c'est en prépubertaire? Est-ce que c'est avant, après? Est-ce qu'il y a un poids sociétal exercé sur les petites filles? Genre, je suis une experte de tout ça. Parce que tu as été une petite fille un jour. Ouais. Moi, j'ai encore. Viquette nous dit qu'en général, ça débute à la puberté avec le passage obligatoire chez le gynéco. Je pense que ça relève de beaucoup de choses. D'abord, il faut être capable de définir ce que surmédicalisation des femmes veut dire. On a eu une médecine préventive beaucoup plus importante ces dernières années. On est en train de revenir sur la question des dépistages automatiques, par exemple. Honnêtement, j'ai aucune idée de s'il y a un âge. Moi, ça m'intéresse justement de savoir ce qu'on définit comme surmédicalisation et ou sous-médicalisation. Pour en avoir parlé avec Éperon, justement, est-ce qu'il y a surmédicalisation des femmes ou sous-médicalisation des hommes? Est-ce que si les hommes se consultaient comme les femmes, ils n'auraient pas une meilleure espérance de vie? Ça, c'est une vraie question. Après, il y avait un truc... Le souci un petit peu dans ce type d'événements, c'est que c'est des événements qui sont portés par les propos de Martin Vauclair, qui est quelqu'un qui est très polémique, qui fait pas forcément l'unanimité et qui surfe un petit peu sur le rejet de l'organisation médicale actuelle. Moi, je suis pas forcément systématiquement d'accord avec ses propos. Et en fait, il y a un côté militant qui est un petit peu négatif dans ce type d'événement. C'est que finalement, on va hurler à la médicalisation du corps des femmes, que c'est un problème, qu'on le sait depuis des années, etc. Mais en fait, on n'a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres qui sont cités pour dire on sait que c'est un problème. Oui, parce qu'on en parle dans les médias. Mais en fait, est-ce qu'on sait ce que c'est que la médicalisation, la surmédicalisation? Est-ce qu'on connaît exactement les risques? Oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui peut me déranger un petit peu. Alors, je suis désolée peut-être pour Viquette ou Camille. Je suis tout à fait d'accord que l'emprise du corps des femmes, la sensation de devoir donner son corps au corps médical, c'est problématique. Mais pour le coup, après, est-ce que les femmes sont vraiment trop soignées, mal soignées? Ça, c'est vraiment une question qui mériterait plus de chiffres, en fait. Oui. Après, elles vont peut-être m'en sortir plein. Et d'un point de vue plus global, est-ce qu'on est trop soigné ou pas assez soigné? On le voit actuellement avec la pénurie des médecins, dans laquelle il va falloir déléguer certains gestes et se dire est-ce que tous les actes sont justifiés ou pas? Si on revient au déontomètre, la justification thérapeutique, aujourd'hui, il y a plein de gestes médicaux qui ne sont pas justifiés. Des infiltrations à gogo dont on pourrait se passer, des antibiotiques à gogo dont on pourrait se passer. Des imageries pourraient... Au hasard. Voilà. En tout cas, on sait que... Enfin, toi et moi, on voit des patients et des patientes qui ont subi des violences sexuelles de manière assez régulière. Oui.
je pense pas qu'on ait tant que ça un public si particulier que ça qui détonne tant. Je veux dire, c'est des personnes qui vont aussi dans d'autres cabinets. Voilà. Peut-être qu'il y a une façon qui fait qu'on est peut-être plus ouvert à cette question, ou des indicateurs qui montrent que ce sujet peut être abordé plus facilement. Alors est-ce qu'on est aussi toujours pertinent pour recevoir ces informations, compétent? Moi, Je pars du principe que, comment dire, que si c'était important que cette parole elle sorte, il faut qu'elle sorte quel que soit l'endroit, et que si la personne m'a jugée compétente pour la recevoir, c'est que je le suis entre guillemets et que c'est à moi derrière de faire le relais. Je pense qu'on a une population qui est biaisée. Clairement, moi j'en ai 3 ou 4 quand je leur ai montré le démontomètre, la première d'ailleurs. La première à qui je dis « Ah, regardez, c'est là où ils ont fait un truc super pour la prévention des violences sexuelles chez un kiné. » Ah ouais, j'en ai connu 3, ouais. Ouais. Ah Ok, bon. Et j'en ai eu plusieurs quand même, des patients dans cette situation, dans cette configuration-là. Mais je sais pas si j'ai très bien répondu à la question. Alors, on a quelques Après, pour la médicalisation, c'est que là, on était vraiment sur un sujet gynéco. Effectivement, je pense que sur le plan gynéco, la surmédicalisation du corps des femmes, ça va être les examens systématiques et tout ce qui rentre plus dans la charte gynécologie. Après, en kiné, c'est un peu différent. Et un autre exemple aussi, c'est le recours à la stérilisation volontaire. Où là, clairement, pour en avoir discuté avec une collègue qui a à peu près le même âge que moi je vais chez l'urologue pour parler de stérilisation définitive. Ouais. Il m'explique ce que c'est, et puis après, il me dit qu'il y a un délai de réflexion, et puis voilà. Et qu'on se rappelle une fois le délai pour fixer une date, et elle me dit que la personne qui est en face d'elle lui a dit « Mais enfin, vous êtes jeune, vous avez 36 ans, et vous pouvez encore décider demain de faire un enfant. » Donc, voilà. On t'a pas dit que tu étais jeune, toi? Quelle espèce d'enfoiré. Ouais. Voilà, donc c'est une autre remarque. Dans le chat, on a Nemo Olivier qui nous dit que Winkler, il a tellement prêché dans le désert pendant des années qu'il a encore une vision de la situation qui date de l'époque, mais on ne peut pas lui enlever le fait qu'il ait défriché énormément de choses. Ah oui. Là, moi, je suis d'accord. Juste maintenant, il y a une shitstorm à chaque fois qu'il a un bouquin à vendre, ça me gave, quoi. C'est possible. Voilà. Camille nous dit qu'on en revient à l'idée de devoir changer les relations cliniciens-patientes vers des approches plus collaboratives, et clairement on ne peut qu'être en désaccord avec ce que tu dis, Camille. Non, nous on veut une médecine descendante, dure, où les gens écoutent ce que les professionnels sachants leur disent. Il faut qu'ils obéissent. Voilà, faut qu'ils obéissent, voyons. Puisque nous sommes irréprochables. Et nous on sait, et pas eux. Nous on sait ce qui est bon pour eux. Voilà. Et on veut une j'ai horreur de cette 50 balles. Aussi. Parce qu'il y en a marre de retourner le papier jetable. J'ai plus de papier jetable. Kinépédia nous demande s'il y a une différence entre les catégories socio-professionnelles sur la question. Sur quelle question? Sur la question des violences faites aux femmes. J'en ai aucune. On peut supposer que l'information est moindre, et encore, on a des tas d'affaires, je pense à l'affaire Matzneff, si je dis pas de bêtises, où on est dans les hautes sphères de la société française, et où il y a quand même eu des violences sexuelles. Donc, je suis pas certain. À mon avis, ces violences, elles existent dans tous les milieux. Je pense que si on va chercher les statistiques, elles nous confirmeront notre biais. Alors peut-être dans le soin, il y a peut-être... Alors vraiment, j'ai pas de chiffres. Si on part du principe que c'est difficile de savoir ce qu'on peut dénoncer ou non, on peut imaginer que les populations précaires, peut-être pas francophones de naissance ou d'origine étrangère, pourraient avoir plus de difficultés à dénoncer des pratiques de soins anormales. Après, il y a quand même un biais avec le recours à l'ostéo qui est de plus en plus fréquent.
dans les populations favorisées, c'est quand même devenu normal de se mettre à moitié à poil et de se faire remettre d'aplomb de tous les côtés plusieurs fois par an. Et du coup, je pense que c'est aussi difficile d'identifier ce qui peut poser problème. Donc c'est peut-être pas les mêmes violences aux mêmes endroits ou de la même manière, mais en tout cas, je ne saurais pas dire s'il y a une différence. Ok. Une remarque de Zarok qui nous dit que dans le coin où je suis, on passe clairement pour des extraterrestres quand on demande aux patients ce qu'ils en pensent de la situation, leurs idées sur la prise en charge, etc. Bienvenue parmi nous. Voilà. Oui, effectivement. Ça nous arrive plusieurs fois, je pense, les personnes qui vous disent mais oui, je vous ai donné mon accord, allez-y, faites votre travail. Ah, j'ai coupé dans la feuille. Pardon. Effectivement. Alors moi, ce que je dis, c'est plus on le fera, plus les gens auront l'habitude et s'attendront à ce que ce soit fait et feront remarquer aussi que lorsque ça n'est pas fait. Et ça demande pas plus de temps de demander le consentement. Et moi, je trouve que ça me permet aussi d'avoir les idées un peu plus claires sur ce que je suis en train de faire. Et compte tenu de la population un petit peu particulière que je prends en charge, ça me permet d'avoir aussi une meilleure idée de leur état d'esprit. Cette fève est bizarre. Pardon. Oui, bizarre. Oui. Donc oui, mais devenons tous des extraterrestres. Je pense que moi, ce que je disais, c'est important. Moi, ça m'aide bien aussi pour les consultations avec les spécialistes. Parce que quand le spécialiste il sait qu'on me portait comme un goujat, et que moi j'ai été à peu près carré et cadrante avant, les gens ils sont plus enclins à me suivre que lui si je suis pas d'accord. Le mec qui les a expédiés en 5 minutes, qui les a pas écoutés, qui a pas lu mon courrier, qui a pas demandé le consentement, etc. C'est plus facile pour les gens de questionner sa pertinence professionnelle. C'est un outil d'alliance thérapeutique assez important, surtout quand les patients en viennent à comparer avec d'autres professionnels qui sont amenés ou qu'ils ont été amenés à consulter. C'est hyper fourbe, mais j'adore. On a une remarque de Nemo Olivier qui dit qu'il y a de fortes chances pour que la remontée des plaintes ne se fasse pas de la même façon selon les classes sociales. Effectivement, ça c'est sûr. On sait aussi que sur les violences faites aux femmes, la proportion de femmes qui portent plainte, je crois que c'est 15%, si je dis pas de bêtises, par rapport aux... 10, c'est 10. Ouais. Voilà. On voit très régulièrement sur les réseaux sociaux des témoignages de femmes qui disent que on leur a dit de rentrer chez elles et de bien réfléchir si elles voulaient vraiment porter plainte. Je pense qu'il y a probablement eu, et il y a peut-être encore des histoires où des plaintes sont déposées et qui ne sont pas traitées. Normalement, une plainte, la personne à qui vous déposez la plainte, elle n'a pas d'autre choix que de traiter, de transmettre cette plainte. Ce n'est pas la personne au guichet, que ce soit une gendarmerie, la police ou un conseil de l'ordre. Vous arrivez en disant « je veux porter plainte », on doit vous dire « ok, monsieur, madame, voici le formulaire, on remplit ensemble, quel est le motif de votre plainte ?» Et derrière, il y a des personnes dont le métier c'est de traiter. La plainte elle est transmise au procureur. Ce n'est pas la personne, entre guillemets, au guichet qui est à même de la juger recevable ou non recevable. Est-ce que je peux vous faire un petit topo sur ce qui s'est dit d'autre en 5 minutes? Est-ce que ça vous intéresse ou il y a d'autres questions? Ouais, je pense qu'on peut partir là-dessus. Il y a une gynécologue obstétricienne qui a parlé des problématiques de consentement et de l'urgence, parce que elle s'occupe des accouchements justement, et que c'est parfois difficile de demander un consentement éclairé dans des situations d'urgence, y compris césarienne et autres, et qu'il y avait une difficulté juridique, si je ne me trompe pas, parce que en fait, juridiquement parlant, tant que l'enfant n'est pas né, c'est la vie de la mère qui prévaut, et que quand bien même la mère ne souhaiterait pas une prise en charge en urgence pour la protéger dans le but de protéger son enfant, ça peut être problématique. Je ne suis pas tout à fait sûre parce que ça commence à être un peu loin et puis il est 21h30 passé, mais c'était très intéressant parce que du coup elle parlait de cette difficulté entre le médecin qui a peur de faire une erreur et la personne qui demande.
médecin qui a peur d'être mis en cause et la difficulté à expliquer les risques dans une situation d'urgence. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis. Et du coup, on a pu parler de l'intérêt de prendre en charge le stress post-traumatique de l'accouchement, parce qu'il se passe plein de choses pendant un accouchement dans lequel on n'a pas toujours le temps d'en parler avec les professionnels de santé, ni pendant ni après, et qui peut laisser des séquelles. Moi, j'ai pas mal de patientes qui ont eu des douleurs très fortes, qui sont restées des années après un accouchement et qui pensaient qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé dans leur corps pendant l'accouchement et qui n'avaient jamais pu parler de ça. Je ne sais pas si c'est fréquent chez vous aussi. Ouais, c'est intéressant. Alors, je vais parler d'une expérience personnelle pour la naissance de notre fille. Donc, ça a été une césarienne sous anesthésie générale. Et on a essayé d'abord que ce soit par voie basse, et puis césarienne, puis comme la péridurale fonctionnait pas, il a fallu faire en anesthésie générale. Derrière, on a eu la chance quand même d'avoir un débriefing avec la gynécologue, qui nous a expliqué qu'elle... bon, la péri avait pas marché, et puis elle a expliqué qu'est-ce qui avait amené. On nous avait prévenu au préalable. Donc tu vois, les bases du consentement avaient été posées et le débriefing a été fait pour expliquer, rappeler qu'est-ce qui s'était passé, comment ça s'était passé et pourquoi. Donc là, je citerai plutôt ce cas-là comme un exemple de ce qui est attendu. Et c'est d'ailleurs un hôpital dans lequel, lors des consultations gynécologiques, à chaque fois, le gynécologue demandait le consentement avant de faire un geste, avant de faire un toucher vaginal, par exemple. Donc, voilà, ça existe même dans des structures un petit peu grandes. Croyant mon rêve. Voilà, c'est possible. Ça n'engendre pas de retard dans les traitements, dans les prises en charge. Et puis voilà. Ce qu'elle disait qui était très intéressant aussi, c'est que le modèle de la formation médicale, il n'est pas évident. Elle disait qu'elle avait été, autrice de violences verbales ou de gestes violents vers des patients, parce qu'en fait, il y avait le double travail en même temps d'apprentissage du geste technique et de la communication. Et qu'elle disait que c'est très difficile d'être à la fois bienveillant avec une personne tout en étant en phase d'apprentissage avec des professionnels autour qui ne sont pas forcément bienveillants, et que dans les moments de stress, ta première césarienne en urgence, pour elle disait c'est très difficile quand tu es jeune et pas forcément bien accompagné de réaliser le geste et en même temps de faire attention à la patiente. Tu as tellement peur de foirer ton geste technique que du coup tu as l'impression que ça passe à côté. C'est ce qu'elle disait, j'ai trouvé ça très agréable de sa part parce que c'est très honnête et c'est vrai que est-ce qu'il y a peut-être ce manque là parce que nous en kiné on pratique sur nous avant, on pratique sur des corps plutôt en bonne santé en général et sur des gens qui sont pas forcément douloureux avant de s'attaquer à des gens douloureux, tu vois. Et il n'y a pas la notion de survie, voilà. de péril, et de stress vital. dans l'urgence, voilà. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, c'est pas pour le dédouaner, mais cette prise de conscience était intéressante. Ouais. Et Poron nous dit que c'est pour ça que désormais il s'entraîne sur mannequin maintenant. Oui, j'ai lu quelque part que la ministre de l'époque ne voulait pas que la première fois se fasse sur une personne, et que toutes les premières fois des différentes interventions que pouvaient être amenés à faire les professionnels de santé se fassent effectivement sur des mannequins qui aujourd'hui ont un réalisme assez important. Puis avec la réalité virtuelle, je pense qu'on a encore d'autres étapes à franchir. On a Cosmac62 qui nous pose la question de la valeur d'un consentement donné à l'oral ou même à l'écrit légalement. Je peux répondre à la question. Alors, toi, tu peux répondre à l'égal et moi, je vais répondre sur un truc de la table ronde, justement. D'accord. Alors, légalement, en fait, il est de la responsabilité du professionnel d'apporter la preuve qu'il a demandé et obtenu le consentement de la personne. Voilà ce que dit la loi. Du coup, ça ne nous aide pas parce qu'en fait, même si vous écrivez sur un bout de papier
là à 21h40 que vous êtes d'accord pour le geste, vous pouvez très bien dire à 21h41 que vous n'êtes plus d'accord avec le geste. Le papier, il n'a aucune valeur juridique. Ces petits papiers que les chirurgiens notamment font signer avant une intervention en disant voilà, on va procéder à telle intervention, telle date, je suis d'accord, pof, date et signature. En fait, ils ont aucune valeur. Ça permet essentiellement au chirurgien, au médecin de dire qu'il a informé la personne, mais ça ne veut pas dire qu'il a obtenu le consentement. Le consentement, si vous vous faites opérer, jusqu'au moment où l'anesthésiste vous endort, eh ben vous pouvez toujours dire je suis pas d'accord. Et si c'est une rachianesthésie, donc une anesthésie locale, vous pouvez même dire alors que la personne est en train de se refouiller dedans, non stop, on arrête. Voilà. Donc légalement, je n'ose même pas imaginer ce qui se passe si on fait ça. Après, il y a des recommandations. La MACSF, donc, qui est une assurance des professionnels de santé, pour ne citer qu'elle, qui recommande quand même qu'il y ait un consentement écrit, notamment pour les kinésithérapeutes lorsqu'ils vont faire des touchés pelviens, par exemple, en précisant bien la raison pour laquelle c'est réalisé. Mais encore une fois, même si vous avez signé ce document, vous pouvez enlever le consentement et normalement, il sera retenu contre vous de ne pas avoir respecté le consentement. Et je dirais même, après, c'est un jugement personnel, c'est peut-être même plus grave de ne pas avoir respecté un consentement qui est retiré qu'un consentement qui n'est pas donné tout de suite. Enfin, grave philosophiquement. Ça veut dire que non seulement on ne respecte pas le droit de la personne de disposer d'elle-même, mais en plus on ne respecte pas son droit de changer d'avis. Donc il y a deux choses qu'on ne respecte pas à ce moment-là, mais ça reste une considération personnelle et j'ai aucune idée de ce que dit la jurisprudence sur cette question. Et donc toi, tu avais un retour à nous faire sur ce qui s'était dit à la table ronde. Alors moi, à la table ronde, il y avait une sage-femme qui était doctorante en éthique, donc qui a fait une thèse d'éthique dans le soin, et qui avait évoqué un terme intéressant qui parlait de consentement-accord. Et qui disait que dans la plupart des cas, les personnes disent oui, mais sans avoir bien conscience de ce que ça représente. C'est-à-dire que entre cette envie de plaire aux professionnels, cette envie d'être le bon patient, etc., il y a beaucoup de oui, allez-y, qui ne sont pas des oui, j'ai compris et je suis d'accord, mais qui sont je vous donne mon accord, parce que je ne comprends pas ce que vous allez faire, mais je vous fais confiance. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette nuance, parce que c'est pas vraiment un consentement libre et éclairé. Typiquement, le consentement libre et éclairé, pour moi, ça fait partie des choses qu'on a vues avec Guillaume sur l'outil de décision partagée. C'est voilà ce que je sais, voilà ce que la science dit, voilà ce que j'ai pu constater, voilà ce que je vous propose. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, c'est pas aussi simple que est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse des étirements? Tout à fait. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Voilà. Et c'est que le consentement accord, il faut vous opérer, sinon vous allez... alors moi, j'ai horreur de ça. Il faut faire une infiltration, sinon c'est la prothèse dans 10 ans. C'est pas un consentement. C'est un accord obtenu sous la menace. Eh ben, on n'a pas fini, hein. Ouais. Moi, j'ai à peu près dit tout ce que... Si je me trompe pas, j'ai à peu près dit tout ce que j'aurais pu vous raconter de cette soirée. Donc, si vous voulez parler encore un petit peu du consentement, c'est OK. Par contre, si vous avez d'autres questions en général, c'est OK aussi. Juste une remarque d'Emeline qui dit que demander comment vont les parents est une condition de réussite du traitement des enfants. Quel suspense, quelle surprise. Oui. L'enfant va pas bien, c'est normal, à la maison, il se tape dessus. D'ailleurs, Amy, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi, quand un enfant est en situation de handicap, le suivi kiné est très très vite proposé, il est très vite mis en place et tout le monde le suit, mais par contre le suivi psychologique, il n'est pas toujours proposé, il n'est pas toujours mis en place, il n'est pas toujours suivi. Probablement une question de remboursement, parce que c'est cher un suivi psychologique. Ouais. Je pense que c'est ça.
ou d'habitude de recours aux soins, ou parce que alors si, peut-être tout est pris en charge, mais il y a quand même un coût très important du matériel, des attelles, de l'adaptation, de la kinésithérapie pour ces enfants en situation de handicap. Mais dans quelle mesure est-ce qu'on ne pourrait pas prendre en charge les soins de psychologie pour la famille, pour identifier les mouvements, pour identifier les problématiques familiales autour du handicap? Alors Cosmac62 nous répond que beaucoup de parents ne viennent pas au rendez-vous psy, en tout cas là où ils travaillent. J'ai une théorie là-dessus, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. Concernant Oui. La consultation psy, la santé mentale, évidemment. La psychophobie. Moi, j'en parlais avec des patients récemment, j'ai une théorie là-dessus. En fait, j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous appelez le psychologue, c'est que vous avez accepté que vous en avez besoin. Et qu'en fait, tant que c'est pas fait, il faut, en fait, avant même d'avoir vu le psychologue, il faut avoir accepté que vous allez le faire. Et ça, je crois que c'est presque ça que je trouve le plus dur. Et si c'est pas poussé par les professionnels de santé et si c'est pas normalisé par les professionnels de santé, ouais, ça implique presque de faire un diagnostic soi-même. Oui. Ma santé mentale ne va pas bien, c'est déjà un diagnostic. Après, le médecin peut se dire votre santé mentale ne va pas bien, consulter un psychologue, mais la disponibilité des ressources humaines sur le territoire fait que c'est très compliqué et vite très cher. Deux remarques là-dessus. Donc, Emeline dit que les places manquent dans les structures adaptées. Ouais. Évidemment, ouais. Et j'ai peur que ça ne s'arrange pas. Il dit aussi que les services qui annoncent les handicaps, je pense, ne sont pas proches du domicile et les revenir, c'est complexe. Ouais. Oui, effectivement. Aleph Toren nous parle aussi de ne pas sous-estimer le souci de la proportion de psychiatres et psychologues de tendance psychanalytique. Et c'est un vrai problème en France. Je ne peux pas la contredire sur la question. Kinépédia ajoute que les enfants oscillent entre le poids de la culpabilité qu'ils vivent dans leur chair et la peur d'être jugés comme étant de mauvais parents. Ouais, le jugement. Mais est-ce que justement ça n'en ferait pas une évidence comme quoi le suivi psychologique pourrait être pris en charge? On n'est pas obligé de dire que c'est parce que vous êtes faible et que vous le vivez mal. On peut très bien dire aux gens, en fait, ça va être dur. Ça va être dur pour votre enfant, mais ça va être dur pour vous aussi. Et il vous faut un espace où vous puissiez râler un peu et dire que c'est difficile. Une remarque que je trouve intéressante aussi, de Cosmac62, qui nous dit que les rendez-vous médicaux sont aussi souvent enfant-centrés, ce qui est normal, et que les médecins demandent juste en fin de consulte, et vous, comment ça va? Vous avez des questions? Cela dit, du coup, j'ai l'impression que la team Kinépédia, tout le monde est là ce soir. C'est trop bien, ça me fait trop plaisir de vous voir. De vous voir, je vous vois pas, mais visiblement vous êtes là. Parce qu'en fait, ils sont des auteurs de violences sexuelles et ils voudraient... Ce sont des pervers qui sont là. Non, qu'est-ce que je veux dire? Oui, est-ce que les parents, ils ont des consultes seuls dans ces cas-là? On sait que Kinépédia, on a fait certaines, il me semble. Hein? Ouais. Dans notre exercice de supervision formidable qu'on avait fait. C'était un bon moment. D'ailleurs, maintenant qu'on est en live, il faudrait qu'on fasse un épisode à 4 avec Camille et Kinépédia. Wow. Hey. Le teasing. On va faire ça. Bien. Je crois qu'on a fait... qu'on a débordé encore, comme d'habitude. Non, il est 21h50, donc ça me va. On a dit qu'on libérait les gens à 21h30. C'est vrai. Je vous propose de clôturer sur la question autour de l'intervention d'aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions... On avait une question sur Instagram
parce qu'on avait dit de faire une petite partie foire aux questions. Et donc, sur Instagram, on nous a interrogé sur ce qu'il en était advenu de Marine, la patiente des tendons flingueurs. Donc, Marie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Marine? Alors, Marine, elle a des cheveux... putain, c'est pas le bon côté. Marine, elle a des cheveux bleus comme moi, maintenant. Marine a repris le travail 4 semaines après notre entretien. Ça s'est bien passé. Elle n'a plus du tout mal au tendon, à part dans des périodes de fatigue assez intenses ou des périodes où ça a été très speed. Malheureusement, elle a été rattrapée par une endométriose extrêmement cognée, avec énormément de douleurs, dont elle a du mal à se dégluer là actuellement. Donc vous pouvez lui envoyer des bisous et des bonnes ondes. Elle a eu un parcours dont on pourrait reparler en long, en large et en travers, justement, sur les violences médicales, sur le modèle médecin centré, sur le on sait ce qui est bon pour vous, avec des choses vraiment, vraiment très, très violentes, malheureusement pour elle. Donc vous pouvez lui envoyer des bisous. Voilà, on parlera par exemple de l'amortisseur à bite, hein, qui restera quand même le paroxysme de ce qu'on peut proposer. Bah, du coup, je vais être obligée de contextualiser quand même avant de libérer. Non, laisse les gens avec ce qui m'a... Non, tu peux conclure sur l'amortisseur à bite. De ce dispositif. C'est le prix d'une consulte d'ostéo, putain. Alors, non, sachez-le, hein, les gynécos spécialistes en douleurs pelviennes, alors, soit vous allez à Nantes, et on va, du coup, à Nantes, et on va vous expliquer que c'est pas, vous avez mal au ventre parce que vous avez mal au dos parce que vous avez des kilos en trop, et que, par contre, pour les douleurs pelviennes, vous pouvez enfiler des amortisseurs sur le sexe de votre compagnon. Je vous laisse imaginer, qu'est-ce qu'on a rigolé. À un moment, on a sorti le mot bibendum. Je pense que si on n'avait pas rigolé, elle en aurait pleuré, elle se serait effondrée. D'ailleurs, on devrait faire un goodies, le temps d'un lapin, amortisseur à bite. Ouais. Mais regarde, c'est la même couleur que les amortisseurs. Et ça fait un peu bibendum quand même. Hein. Tu vois, les anneaux, là, ça y ressemble. Pardon. Alors moi, mes parents, maintenant, à Noël, j'ai toujours un truc de lapin. Donc, et d'ailleurs, hop, parce que c'est rigolo quand même. Donc, sans se concerter, j'ai eu ça. Et puis après, j'ai eu ça. Alors ça, c'est ma maman qui m'a dit, c'est pour toi et ton collègue. C'est toi et ton collègue. Donc Vincent, je te présente toi-même. Bref. Mais oui, alors du coup, effectivement, vous avez mal au ventre parce que vous avez mal au dos parce que vous êtes en surpoids. Mais par contre, comme ça fait mal pendant les comme ça peut faire mal pendant les rapports, vous pouvez prendre des amortisseurs. Alors c'est 80 € les 3. C'est des anneaux de cette couleur-là qui sont épais de 1 cm chacun. Et puis en fonction de la taille et de la façon dont monsieur est membré, vous pouvez les rajouter un par un dessus. Et alors, j'ajoute qu'on ne peut pas le remplacer par la peluche que tu as montrée. C'est dégueulasse. Je suis complètement perdue dans l'espace, c'est horrible. Ouais. Et puis ça montre quand même, parce qu'on a parlé du consentement et du déontomètre toute la soirée, ça montre quand même que pour une gynécologue spécialisée en douleurs pelviennes, ce n'est pas possible de simplement demander à monsieur de faire pas trop faim. Non mais c'est choquant quand même. La version de Lyon, hein, les douleurs, elles sont dues à des contractions trop intenses des muscles du périnée, et donc il faut aller les détendre, et la seule façon d'aller les détendre, c'est d'aller faire un travail manuel interne. Anal. Est-ce qu'un toucher rectal sorti de son contexte, c'est ça? Ouais. Alors, quelqu'un veut revoir mon pyjama. Ah oui. Parce que moi j'ai tout le monde, hein. J'ai Alors à ta droite. C'est bon, il n'y a pas que moi qui suis délatéralisée. Rex Biker. Ah, je m'attendais à un truc Star Wars quand même. Ah, j'en ai un. Mais... C'est le slip. Il le montrera pas ce soir. Parce que je n'en ai pas. Mais... Team Totoro, bah oui, forcément. Bah oui, forcément. Ouais. Ça, c'est un cadeau d'impatient. Ma fille avait un pyjama Totoro, mais vraiment avec les oreilles sur la tête et tout. Ouais. On va ressortir ça.
Qu'est-ce qu'on avait comme question? On n'avait pas d'autres questions sur Instagram. D'autres questions dans le chat? Ça va vous laisser un petit peu de temps. Alors, sachant que là, a priori, c'est enregistré ce soir. Ouais. Donc ça sera publié sur YouTube. Et ce sera publié en audio sur le lapin. Ouais, peut-être qu'on coupera quelques bouts en audio. Oh, pour une fois qu'on n'est pas obligé de couper tout. Au moins, on s'en est bien sorti. En tout cas, on est. Franchement, content de c'était vous voir, là. cool. Vous Moi, j'ai étiez, apprécié l'exercice, là. C'était sympa. Ouais, et c'est très sympa d'avoir les retours Ouais. du chat parce que Les gens en live, Ouais. la prochaine fois, il faut que je puisse les voir. Sinon, j'ai rien vu. T'as pas vu le chat? Bah non, j'ai pas vu qui c'est qui avait râlé sur ma miette, là. Je t'ai dit, je dénoncerai pas. J'ai Tu le gros dénonceras pas, avantage c'est genre. d'avoir un deuxième écran qui me permet de contrôler ça. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, en tout cas, moi je suis super content. On a 17 personnes, on a tourné entre 20 et 17 personnes, ce qui est plutôt pas mal. Ouh. Les apports du chat sont très intéressants parce que ça permet Ouais. d'amener d'autres pistes de réflexion, un peu moins sarcastiques que les miennes, parfois. Et Qui a dit que d'amener c'était des éléments de sarcastique? réponse aussi. Comme Ouais. quoi l'intelligence collective, c'est intéressant à discuter, mais Oui. je pense que je pense qu'on renouvellera probablement l'expérience. Ah ouais. Et oui, 2 écrans, ça paye l'hôpital, évidemment, mais je les ai achetés quand j'étais libéral. Et j'en ai un qui a 10 ans, donc ok. Voilà. Zarok qui demande quel est notre top 3 d'exercices préférés à chacun. Tu veux commencer? Très bonne question. Moi, ça dépend des périodes. Moi, j'ai des phases. Qu'est-ce que j'aime bien? Je crois que celui que je fais le plus souvent, c'est le Jefferson assis. C'est juste assis, les mains sur les genoux, et vous laissez glisser les mains jusqu'à vos pieds. En détendant le dos, en relâchant la tête. Vraiment, je crois que c'est le truc que je fais le plus faire. Ça fait 1. Ça fait 1. Je crois que pour les cervicalgies, celui que j'ai trouvé le plus efficace ces derniers temps, c'est les rotations majorées quand vous faites tourner la tête. En gros, j'ai mal quand je tourne la tête à gauche, je leur fais tourner la tête à droite 10 fois en poussant avec leurs mains plus qu'en contractant les muscles de la tête, et je leur fais réessayer de tourner du côté qui faisait mal. Globalement, chez les gens qui ont mal au niveau du cou et éventuellement les points là, les angles scapulaires, c'est un truc que je trouve qui marche pas mal. Et en fait, moi, mon objectif, c'est qu'ils sentent tout de suite avec un mouvement super simple que ça fait du bien. Et donc ça, typiquement, ça marche pas mal. Et puis je crois qu'après, si je dois en choisir un dernier, ce serait un truc avec les bras, de faire glisser les bras sur le mur ou vraiment monter les bras le plus haut possible, de respirer. Parce que globalement, je trouve que les gens qui ont mal sont des gens qui bougent pas beaucoup au niveau du trou. Et que le fait d'aller chercher un petit peu en hauteur, des fois ils disent « Oh, ça fait comme un étirement, ça fait du bien ». Bah oui, en fait, vous faites plus jamais ça. Vous êtes tout le temps comme ça, là, parce que c'est... voilà. C'est hyper simple, hein. Moi, je suis pas difficile. Alors, mon top 3, il ressemble un petit peu au tien. Bah voyons. Tu vas mettre des squats. Le Jefferson, moi, je le fais très souvent, comme l'a dit Utsaya dans le chat, c'est-à-dire les mains sur un ballon. Ah oui, et ouais. d'aller Ça, je pousser fais le beaucoup en ce ballon moment. le plus loin, ça me permet d'avoir aussi un focus externe. Celui-là, j'aime beaucoup, je le fais faire très, très souvent. Toujours avec un ballon, les gens face à un mur, et en fait, ils doivent faire monter le ballon. Ouais. Et ça, que ce soit pour les problématiques d'épaule, des problématiques de cervicales, des problématiques lombaires, j'ai l'impression que ça marche pas mal. Ça permet de leur faire bosser l'endurance, à lever les bras, ça les fait travailler la mobilité cervicale, thoracique, lombaire, plutôt pas mal. Moi, je suis quand même vachement choqué, tu n'as pas parlé des squats. Bah non, mais tu vas en parler. Je pense que oui, j'ai pas un patient qui passe pas par une série de squats parce que c'est connu. Le squat, ça guérit tout, même les ongles incarnés. Et donc, Bah oui. on va. Tiens, j'en ai un, moi, je vais vous demander votre avis. Tiens.
Pardon, tu voulais finir ta phrase Non, peut-être? vas-y. Pour les cervicales, j'ai mis des post-it dans ma pièce. J'ai mis genre. Je suis pas dans le cadre. Je te jure, j'ai vraiment du mal. J'en ai mis un à gauche, un en haut devant et un à droite, loin derrière. Et j'ai marqué 1, 2, 3 dessus. La Je l'ai fameuse fait mettre méthode debout. Yannick. C'est quoi Yannick? C'est qui Yannick? Ok, bien. Ok, pardon. Désolée pour Yannick. Et en fait, ça dépend de leur niveau, mais je leur demande de le faire à deux pieds ou sur une mousse ou sur un pied, debout. Donc, dans une situation d'équilibre. Et je leur demande de regarder le post-it que je vais nommer. Et je vais faire une suite logique. Et puis après, je vais changer de sens. Genre 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Et là, il faut revenir. Et ce que je trouve intéressant chez les personnes, alors ça c'est des théories de déprogrammation, ce qui peut être intéressant chez les personnes parkinsoniennes, c'est-à-dire d'avoir des, c'est QF machin chose là qui disait ça à l'époque, d'avoir des séances où rien n'est prévisible, parce que par essence c'est ce qu'ils ne savent plus faire. Et en fait, là ce que je trouve rigolo, c'est que les gens qui sont très douloureux au niveau des cervicales, ils sont vachement dans l'anticipation. Et je ne sais pas si c'est des choses que tu as déjà constatées ou que vous avez déjà constatées. Et moi, j'ai tendance à leur expliquer que, en fait, ils sont. Vous voyez, vous êtes toujours en train d'anticiper un mouvement qui peut être problématique, et du coup, vous êtes toujours dans le contrôle, mais vous n'êtes pas du tout prêt à tout ce qui peut être imprévu. Alors, j'ai aucune idée de la valeur scientifique du truc, mais je trouve ça intéressant. Et puis, je me suis fait avoir parce que j'en ai un. Sur un pied, ça allait, et sur l'autre pied, ça a complètement fait flamber ses douleurs cervicales. Et je lui ai dit, vous êtes dur avec moi. J'ai dit, mais c'est un traitement aussi. Hein. Je dis, franchement, alors là, Lui, c'est c'est dur. pas MGEN. Non, du tout, du tout. Ça l'a surpris autant que moi. Des personnes. Alors, Zarok nous dit que c'est des personnes qui sont souvent dans l'anticipation négative et la Ouais. prophétie autoréalisatrice. Et oui, je trouve ça très, très juste. Autre question de Marcom Cass26 qui nous demande s'il y a un truc qu'on changerait dans les enseignements en IFMK. Alors, est-ce que la question se pose par rapport aux enseignements que nous on a reçus? Alors, moi là-dessus je dirais assez simplement, il n'y a pas si longtemps que ça, dans le dernier déménagement, donc ça va faire bientôt 7 ans, j'ai pris mes cours, puis je les ai amenés à la déchetterie. J'ai gardé que les bouquins d'Anat et les cours qui m'avaient le plus plu parce que c'était pas forcément d'actualité. Je suis pas certain d'avoir besoin d'aller réviser mes cours de mobilisation, de renforcement musculaire, ce genre de choses. Et puis maintenant, il y a énormément de connaissances disponibles sur Internet, sur PubMed, Scholar de Google, sur YouTube. Sur Instagram, même si le problème d'Instagram c'est que la plupart des gens ont des choses à vous vendre, donc voilà, moi je changerais tout à ma formation initiale. Je serais très heureux franchement aujourd'hui de recommencer une formation de kiné pour voir un petit peu ce qu'ils ont. Je sais qu'à Grenoble il y a une Grenoble, centre du monde de la kinésithérapie française, je le rappelle, il y a une refonte en profondeur des programmes, de la façon dont c'est enseigné, des contenus, avec la recherche d'être vraiment actuelle par rapport aux données de la science et aussi d'avoir une capacité de recul et de critique par rapport à ce qui peut être produit. Je pense que là, on est un peu dans la bonne direction. C'est pas le cas dans tous les IFMK. Pas encore. Mais enfin voilà. Et toi, Marie? Ça va être beaucoup plus global. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, hein, clairement. Moi, j'ai dû désapprendre à anticiper mes séances. En fait, globalement, en stage, à l'arrivée, j'ai l'impression d'avoir appris en IFMK un AVC, tu fais ça, une épaule, tu fais ça. Épaule, c'était ultrason, abaisseur, glace. Dos, c'était lombalgie, chaud, massage. Le prof qui venait, qui avait été formé à telle méthode, il nous montrait telle méthode. Et
Et en fait, le patient n'était pas encore arrivé que j'avais déjà une idée de ce que j'allais faire. Moi, je pense que ça vient des entraînements au MSP où on n'avait pas le temps, en fait. Clairement, quand tu es en deuxième année, 20 minutes de préparation, 20 minutes de questions sur un patient qui a un problème de neurologie, un AVC ou autre, c'est juste infaisable. Pour moi, c'est pas cohérent. Et donc, en fait, pour avoir des bonnes notes, tu es obligé d'apprendre à résumer, raccourcir, mais dans les raccourcis, tu fais des stéréotypes. Et en fait, il m'a fallu du temps pour dire, en fait, épaule, ultrason, glace, tendon, enfin, non. Cette personne avec cette épaule, quel est son besoin, quelle est son attente. Et en fait, si son besoin, c'est de porter un aviron, je vais pas faire pareil, un bateau d'aviron, je vais pas faire pareil que si son besoin, c'est d'être à l'ordinateur toute la journée. Comme c'est pas parce qu'ils ont une douleur d'épaule que tous vont avoir besoin d'ultrason, glace, abaisseur. Je fais plus jamais ça, donc voilà. Je vais fêter mes 3 ans sans ultrason. Est-ce que tu as fait des massages au glaçon pour les épaules gelées? Toi aussi? Quoi? Pour les épaules gelées? Ben oui, en phase inflammatoire. Pour masser avec un glaçon? Ouais. Ouais. Bah, attends, on a les tous un cadavre dans le placard. Ouais, je sais. Je sais bien. Ouais, donc il y a beaucoup de choses à changer, je pense, dans les écoles de kiné. Je pense qu'il y a des écoles où il faut changer les profs. Oui. Il y a des stages où il faut changer les intervenants, il y a des stages qui vont faire nous. Il y a des stages où il faut changer les intervenants. Je pense qu'il faut mieux rémunérer les profs qui interviennent en IFMK. C'est vrai. Et aussi donner des moyens aux IFMK parce que même à Grenoble, quand vous faites une intervention, on ne bénéficie pas forcément du retour de l'équipe pédagogique. Ce qui serait quand même très intéressant. L'équipe n'a pas forcément le temps de contrôler le contenu. Et je pense que c'est le cas dans toutes les IFMK. Il y a je pense qu'il y a des IFMK où il y a des dinosaures indéboulonnables. Bon, sans rentrer dans la non-confraternité. Et tu sais, ça revient à ce que je disais un petit peu tout à l'heure quand je parlais de juge et partie. On est une profession avec une entité, un diplôme particulier. On est censé avoir tous le même discours et au final, c'est pas du tout ce qui se passe. On a le même discours, le même diplôme, mais pas du tout le même discours. Et qu'en fait, les sujets dans les IFMK sont différents d'un IFMK à l'autre par rapport aux personnes qui portent cette IFMK. Et quand la personne qui porte l'IFMK, elle a du bagou, du culot, elle bouge, elle machin, mais elle a des croyances qui sont pas en accord avec les données de la science, ben elle va pousser en fait au développement, à la formation d'étudiants sur des trucs. Je veux dire, moi j'avais une prof extraordinaire, elle avait réussi à débloquer 12 heures pour nous faire un cours de massage californien, juste avant le diplôme, pour qu'on se détende. C'est mon meilleur souvenir des études, clairement. Et je suis sûre que toi, à Grenoble, capitale de la kinésithérapie, tu n'as pas vécu ce moment où tu es cobaye pour un massage d'1 heure et demie. Moi, j'étais pas à Grenoble. J'étais formé en Belgique. Oui, c'est vrai. Et quelques semaines avant nos derniers examens, on a fait une journée au Luxembourg, à Mondorf-les-Bains, où on passait la journée dans une station thermale aux frais de l'école. Donc je pense que en termes de level, tu vois. Ouais, ok, je m'incline. J'ai passé ma matinée à alterner entre sauna et bassin à 10 degrés, c'était génial. J'ai ronflé pendant tout le trajet du retour. La balnéothérapie appliquée, nous dit Benjamin, effectivement. Mais tellement, j'en peux plus de la balnéo. Ouais. Alors, je sais plus qui faisait ça. Je veux pas dire de bêtises. Par rapport aux intervenants de l'IFMK, je sais qu'il y a quelqu'un qui fait qui met un lien vers un Google Form où il pose des questions aux étudiants, il leur demande d'y répondre pour l'évaluer, pour que lui il ait en direct ou assez rapidement l'évaluation de son cours. C'est une idée que j'ai pas encore reprise, mais qui est excellente et je pense que je vais la mettre en place assez rapidement.
Mais je trouve que les étudiants, aujourd'hui, les jeunes kinés diplômés, et moi, ils me donnent beaucoup d'espoir et ils me font très plaisir. Je trouve qu'il y a vraiment. Je peux le dire ici, on ne viendra pas me faire chier que je parle d'agisme, mais que je critique les vieux kinés, mais franchement, les nouvelles générations de kinés, moi, je trouve ça génial. Moi, j'ai des cabinets qui se montent sans dépassement d'honoraires, avec des super structures, avec des gens super sympas, super bien formés, super exigeants sur le plan de la science. Et dans les IFMK, ça va être top aussi d'amener cette question de la rigueur scientifique et le biopsychosocial. Ramenez-moi du biopsychosocial dans les IFMK. Il est hors de question aujourd'hui. Moi, je rêverais que les étudiants ne sortent pas en se disant je sais ce qui est bon pour eux, quoi. Qu'est-ce qui te fait sourire? Qui c'est qui dit des bêtises? Je vois des choses dans le chat où on nous dit avant les derniers partiels, nous on a eu réflexologie et médecine chinoise. Ah ouais. Et une remarque de Zarok qui est juste, hein, c'est que en France on a des traditions thérapeutiques qui n'existent. On a une concentration de traditions thérapeutiques qui est assez importante entre la balnéo, le protocole de Lyotard, Ouais. les corsets, Lyon, capitale mondiale de Mais l'ésotérisme avec un label médical. Mais encore une fois, Vincent, parce que à certains endroits, certaines personnes plus visibles que d'autres ont porté et ont imposé, de par leurs décisions personnelles, ce mode, ce format de prise en charge. Encore une fois, c'est des gens qui, et Tamar en parle très bien, c'est des gourous partout. Il y a des gourous qui sont bien placés au bon endroit au bon moment avec les influences politiques. Le grand professeur. Nécessaires, le grand professeur, et qui suffisent à établir une norme qui ne repose sur que dalle. Le mec là qui fait des régimes pour la fibromyalgie à Lyon, il est au bout de l'entonnoir de la douleur chronique. Ça a été le spécialiste de la fibromyalgie de l'hôpital Édouard Herriot, le mec qu'on va voir en dernier recours quand on a une fibromyalgie ou un syndrome de fatigue chronique. Et il prescrit pour 200 balles de compléments alimentaires par mois, et si tu bouffes un poil de gluten, t'es mort, et le beurre, il faut le couper en portions, il faut le mettre au congèle, parce que s'il touche l'air, c'est mort, c'est à cause de ça que tu vas avoir mal. D'accord. Il y a des remarques dans le chat à propos de la nouvelle génération de kinés, oui. donc qui a un nouveau cadre de formation. Ouais. Suite à la réforme de 2015, qui maintenant sortent en ayant le niveau master. Moi je suis toujours bac plus 2. Et il y a une chose aussi qui est importante à souligner, c'est que je suis un tout petit peu plus vieux que toi. Moi, quand j'étais à l'école, je savais absolument pas ce qui se faisait dans les autres IFMK, et pour avoir accès à un article scientifique, je me déplaçais à la bibliothèque universitaire. Aujourd'hui, il y a une quantité d'infos astronomiques. Vous suivez 4 comptes sur Twitter et vous avez une actualisation de vos connaissances qui est assez perturbante. Et je pense que si j'étais étudiant en IFMK aujourd'hui et j'ai un prof qui vient me dire que pour rééduquer une épaule, il faut que je fasse la technique de recentrage, et alors que j'ai vu passer 14 articles qui disent que non, c'est pas supérieur. Voilà. Ouais. Et je pense que ça me fait remettre en question mes enseignements. Et mais moi je trouve ça cool. Justement, ils vont remettre en question nos biais, et ça c'est cool. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Mais il faut être prêt à le faire. J'ai une future jeune collègue qui est dans une IFMK qui coûte très cher, dont je ne donnerai pas le nom, à Paris, on discute régulièrement du contenu de ses cours, et elle me dit mais je pense que tu as eu les mêmes toi il y a 30 ans. Est-ce qu'ils parce sont qu'elle encore... est un peu impertinente aussi, mais mais pareil, quand j'ai discuté avec un cabinet pas loin, là, si j'ai bien compris, à Lyon, l'entreprise fabriquant les corsets donne cours à l'IFMK. Moi, j'ai rencontré un médecin généraliste formé à Lyon qui m'a dit que lui, il a appris que le corset, c'était une bonne option de prise en charge des lombalgies. Mais c'est l'école lyonnaise. Oui, l'école lyonnaise. Mais moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est comme les cardons, en fait. Pardon. Voilà, le gratin de cardon. Non, mais moi, je dis ça tout le temps parce que, en fait, quand j'étais diplômée à Rouen,
les prothèses de hanche par voie antérieure, ça commençait à se faire. Quand je suis arrivée en région parisienne, ça se faisait dans les hôpitaux privés, dans les banlieues, etc., dans les trucs un peu craignos, parce qu'il n'y a que là-bas que les jeunes ils voulaient bien aller. Et dans le 16e, ils posaient encore des prothèses en voie postéro-latérale. Et puis j'ai un patient qui allait en Bretagne, au fin fond de la Bretagne, la kiné qui l'a vue, elle n'avait jamais vu de prothèse de hanche antéro-latérale. Parce qu'elle était vraiment dans un désert médical. Et en fait, géographiquement, il y a une évolution vachement importante selon les territoires. Moi, je suis arrivée à Lyon, tout le monde fait des cardons à Noël. J'avais jamais vu un cardon, je savais même pas ce que c'était qu'un cardon. J'ai même pas, moi, un légume que je connais pas, un légume français, quoi. Et les Français, c'est pareil. Mais je sais pas comment c'est arrivé le cardon jusque-là, mais ils font tous un gratin de cardon avec de l'os à moelle. Le truc, il a une gueule, déjà, tu le vois dans le magasin, tu l'achètes pas, en fait. Tu sais, t'es pas maso, quoi. Enfin. Bah voilà, le corset, c'est pareil, tu le vois dans les vitrines, tu pars. C'est le lombalgie. Donc voilà, pardon. Bon. 22h15, Vincent. Ouais, tu t'endors ou tu m'endors le Attends, je vais te remontrer ma fève parce que quand même. Alors recule un petit peu, plus bas. Voilà. Regarde. Ouais, c'est un visage. Ça fait très flippant, hein. Ça fait peur. Ça fait peur. Voilà. C'est bon, tu dors. Je pense qu'on va finir là-dessus. Ça va permettre à tout le monde de faire un joli cauchemar avec une fève maléfique qui s'attaque. Une fève maléfique et une frangipane à la praline. En tout cas, on est vraiment super content d'avoir pu échanger avec vous ce soir. Merci beaucoup. Ouais, et puis c'est amusant pour nous aussi de le faire en vidéo. N'hésitez pas à nous faire des retours pour ceux qui n'ont pas pu assister en live. Posez-nous des questions, nous envoyez aussi vos remarques sur Twitter, sous la vidéo YouTube quand elle sera en ligne d'ici quelques jours. En tout cas, on vous remercie et on vous dit à très bientôt sur le temps d'un lapin.